Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur France.O et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Cette émission s'appelle Flash Talk, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, place de la République. Il fait très beau, il fait très chaud et on va débattre de la question du genre. Qu'est-ce que le genre? Comment expliquer que les jeunes d'aujourd'hui se reconnaissent de moins en moins dans le genre dit binaire, c'est-à-dire homme-femme? Quelles sont ces nouvelles identités que l'on voit apparaître? Sont-elles vraiment nouvelles? La France doit-elle, comme d'autres pays, reconnaître l'existence d'un troisième sexe, un sexe neutre? Et à propos de sexe, quelle différence entre le sexe et le genre? Ça fait beaucoup de questions, je vous l'accorde. On est là pour y répondre, on est là pour en débattre. Vous êtes là pour en débattre, puisque Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat. Au point de la filmer d'ailleurs. Qui a envie de filmer cette émission ? Dites-moi. Alors, je me déplace jusqu'ici pour proposer un premier smartphone, car je rappelle que Flash Talk est la seule émission intégralement filmée au téléphone portable. C'est aussi une émission à laquelle vous participez, puisqu'elle est connectée sur tous les réseaux sociaux. Justement, big up notre community manager du jour, c'est Mélanie qui est là et qui va lire tout ce que vous nous envoyez pour qu'on puisse les répercuter dans l'émission. Et à côté d'elle se tient notre cartooniste de la semaine, c'est Mikaya, qui lui aussi va regarder très attentivement ce qui va se passer. Puis on va le voir de temps en temps pendant Flash Talk, évidemment. Alors, savez-vous ce qu'est le genre? On va commencer de manière simple et didactique. Qui veut me répondre? Qu'est-ce que c'est le genre pour vous, madame? Bonjour. Bonjour. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. D'accord. Bon, c'est un élément de définition. Mais encore? Je ne sais pas vous expliquer beaucoup. Alors, vous allez en apprendre pendant cette émission, vous allez voir. Est-ce que vous savez ce que c'est que le genre, mademoiselle? C'est féminin, masculin, de base. Alors, vous êtes de quel genre? Comment vous vous définissez? Féminine, du genre féminin. Du genre féminin. Ah, tu vois, Sonia, t'as déjà dit mademoiselle avant de lui demander dans quel genre elle se reconnaissait. Attention, tes stéréotypes, hein, ma chérie. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Ornella, Où est-ce que tu vis, Ornella? à Paris. Alors, le genre pour toi, qu'est-ce que c'est? Le genre, ça serait à quoi on s'identifie en tant que personne, je pense. Il y a plusieurs genres, plus que féminin et masculin. Dans quoi est-ce que tu te retrouves, toi? Moi, Si je peux te poser la question. Vous pouvez me poser la question. Moi, je m'identifie au genre féminin. Entendu, très bien. Eh ben, on va pouvoir débattre de tout ça pendant toute l'émission, justement. Dites-nous, vous aussi, hein, sur les réseaux sociaux, hashtag FlashTalk, Facebook aussi, Instagram, le genre, de quel genre, à quel genre vous vous référez vous-même? Et vous, de quel genre vous vous référez? Bonjour. Bonjour. On va dire non-binaire, c'est l'identité sexuelle, alors que on peut naître du sexe masculin ou féminin, mais après on peut avoir un genre différent, et c'est ça l'identité, c'est ça le genre justement. Et moi je me considère comme masculin hétérosexuel. Voilà. Ça c'est le genre. Vous connaissez bien votre sujet, je vois. Apparemment il y en aurait en France il y en aurait 50, et sinon il y en aurait 71 aux États-Unis. Enfin aux États-Unis on va retrouver 71 genres différents. Voilà. Vous avez révisé avant de venir ou... Non, bah, c'est un sujet qui revient de plus en plus et forcément on est de plus en plus informé par soit des amis, soit des sources informantes tout simplement. Et vous, comment vous les réseaux, c'est ça? Oui, ou les réseaux. Moi, je me considère comme un homme, quoi. Et ouais, il y a deux grosses familles peut-être de base masculin, féminin, mais il peut y en avoir d'autres. Et pour vous, c'est dépassé cette distinction homme-femme, masculin-féminin, garçon-fille? C'est sûr, on voit d'autres familles apparaître petit à petit. Il y a peut-être autant de genres qu'il y a d'êtres humains, quoi. Qu'est-ce que le genre? Est-ce que c'est différent de la sexualité? Je vais poser la question à notre docteur en sciences de l'éducation, chargé d'enseignement en sociaux du genre à l'université de Strasbourg. C'est Céline Petrovic. Comment ça va, Céline? Ah, ça va bien. Bon, alors c'est quoi la différence avec la sexualité? Pour les gens qui nous regardent et qui comprennent pas bien. Alors le genre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est compliqué à expliquer parce que le genre déjà veut dire plusieurs choses. Ça veut dire le genre féminin ou masculin en grammaire. Ça veut dire aussi l'identité de genre au sens individuel et psychologique. Et c'est aussi un concept sociopolitique qui décrit quelle est
l'idéologie, quelles sont les croyances sur les sexes et comment cette idéologie est apprise, de quoi elle est constituée, comment les humains l'apprennent, comment les humains la reproduisent et comment les humains et les sociétés au niveau collectif aussi vont résister pour que cette idéologie perdure. Donc c'est compliqué parce qu'il y a vraiment deux grands axes, un axe individuel et psychologique et un autre qui est plus collectif et plus sociologique. Est-ce que vous constatez que une partie peut-être croissante de la population se retrouve de moins en moins dans cette idée de genre binaire, féminin, masculin Oui, et c'est ce que permet justement le développement des recherches sur le genre et les recherches sur le genre en mettant à jour l'idéologie qui s'impose aux femmes et aux hommes. Et j'aime bien utiliser ce terme parce que c'est exactement ce à quoi ça fait référence. C'est une idéologie de croyance sur les sexes et une idéologie, en général, c'est totalitaire et ça s'accompagne de plein de mesures oppressives. Les recherches sur le genre montrent que même les comportements sexuels, comme les normes sur les femmes et sur les hommes, sont le résultat d'apprentissage culturels et ne sont pas issus de la nature. On va en parler tout au long de l'émission, Céline, évidemment. Alors, binaire, cisgenre, transgenre, transsexuel, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Maria? Vous allez tout comprendre. On regarde ensemble le Data Flash de Juliette Jean. 13% des jeunes Françaises et Français de 18 à 30 ans ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes. On les appelle no gender, gender fluid ou encore non-binaires. Mais ça veut dire quoi exactement? L'identité de genre est une expression intime et personnelle. Si vous vous identifiez à votre sexe biologique, alors vous êtes cisgenre. Mais on peut aussi être homme, femme ou aucun des deux. Vous avez déjà sûrement entendu le terme transgenre. C'est lorsqu'une personne née de sexe masculin se définit comme femme et inversement. On peut également n'adhérer ni à l'un ni à l'autre, ou être entre les deux. On parle alors de genre queer. Aux États-Unis, sur Facebook, on peut choisir parmi plus de 50 options, de agenré à femme trans ou encore genre variant. Et ce n'est pas nouveau, les Indiens d'Amérique avaient 5 genres différents. Pour autant, ils ne modifiaient pas de façon physique leur sexe de naissance. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil, un transgenre ne subit pas forcément d'opération chirurgicale. Ce qui est, à l'inverse, le cas d'une personne transsexuelle. Plus que jamais, la phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » prend tout son sens. Alors, a-t-on besoin d'une étiquette pour exister? Je suis avec Michael. Bonjour. Michael, vous avez 17 ans. Vous êtes lycéen à Noisiel, en Seine-et-Marne. Vous avez une chaîne YouTube depuis un an où vous racontez votre transition. Vous parlez des modifications de votre corps, de la pression sociale. Parce que, Michael, vous êtes né assigné fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, comment ça s'est passé et à quel moment vous avez compris que vous étiez un garçon? Alors moi personnellement, j'ai compris très jeune, vers 6 ans, 8 ans. Et donc je savais que j'étais un garçon. Je le savais et socialement, je vivais comme un garçon. Et du coup, c'est seulement vers la puberté, donc vers 15 ans, que là, j'ai mis les mots en fait sur mon mal-être. Et donc voilà, le mot c'est transgenre. Et voilà, et j'ai entamé un parcours donc pour entamer une transition, donc c'est-à-dire prise de testostérone pour moi. Donc pour faire une puberté en fait masculine, celle que j'aurais dû faire de base. Et comment ça s'est passé autour de toi, avec tes parents par exemple? Ça s'est très bien passé parce que ma mère en fait se posait des questions quand elle m'achetait des habits de fille. C'est pas juste que je voulais pas, c'est-à-dire que j'étais en pleurs. Enfin, elle sentait que c'était pas un caprice. Et mais ça n'existait pas encore à l'époque parce que la transidentité c'est plus une maladie depuis seulement 2010. Donc voilà, ça n'existait pas encore. Et là, je suis suivie donc à la Salpêtrière à Paris et depuis 1 an. Donc voilà. Et aujourd'hui, comment tu te définis? Comme garçon. Avant d'être trans, je suis un garçon. Et c'est juste que j'ai un vécu trans, mais je suis avant tout un garçon. Donc voilà. Et ça a été une libération pour toi de pouvoir le dire, de pouvoir l'assumer et de pouvoir être entendu et reconnu comme tel? Oui, surtout socialement, je commence un petit peu
à être perçue vraiment comme qui je suis. Donc c'est un vrai soulagement. Et à l'école, au lycée, comment ça se passe? Ça se passe bien. Bon, il y a toujours des personnes qui sont un peu réticentes, qui comprennent pas trop ou surtout qui veulent pas comprendre. Mais ça reste une extrême minorité. Dans la plupart du temps, les gens sont très compréhensifs. Merci beaucoup, Mickaël. Moi, Tu je restes avec suis nous aux côtés du docteur Capote. Comment ça va, docteur? Ça va, merci. On dirait pas un blast de rappeur, Capote avec un K en plus. Il y en a un qui s'appelle Capote. Ouais. Voilà, je le connais, il s'appelle Al Capote d'ailleurs. Docteur Capote est donc avec nous. Et toi, camarade, tu es animateur de prévention en milieu scolaire dans la région, en Ile-de-France, et tu échanges au quotidien avec les adolescents. Qu'est-ce que t'inspire le témoignage de Mickaël? Écoute, c'est assez intéressant parce que pour le coup, moi je vais dans les lycées et c'est vrai que depuis pas mal d'années maintenant, on essaye d'être le plus inclusif possible dans nos animations. Je peux pas passer des heures sur le genre parce que j'ai plein d'autres objectifs en 2 heures, mais en tout cas, dès le début, l'idée c'est effectivement de sortir de la binarité, de parler de l'identité de genre, de parler aussi de l'expression du genre parce que ça c'est intéressant dans ce qu'on a entendu là. C'est comment je le vis, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je ressens réellement et t'as l'impression que cette question du genre, ça préoccupe beaucoup les ados que tu vois? Ouais, de plus en plus, et surtout, c'est toujours intéressant de voir des visages qui s'éclairent quand d'entrée de jeu, tu dis, on n'est pas tous des hommes ou des femmes, on n'est pas tous en accord avec notre assignation sexuelle de départ, etc., etc. Je pense que déjà simplement au niveau du ressenti et du vécu, partager ça. Moi, je travaille beaucoup sur les stéréotypes de genre et surtout l'impact que ça peut avoir en termes de prévention sur les vulnérabilités et notre manière effectivement d'aborder notre vie affective et sexuelle. Et on imagine qu'à cet âge-là, quand on a entre 15 et 18 ans, on est plutôt vulnérable quand même encore. On l'est, mais je crois qu'on l'est toute notre vie, un peu vulnérable en fonction de l'oppression. Plus tu subis l'oppression par rapport à ce que tu es, forcément, ça rend plus vulnérable par rapport aux autres. Est-ce qu'on a besoin, tu penses, d'être sous une étiquette alors? Si les gens ont besoin de se reconnaître effectivement au travers, on parlait souvent de ces fameuses lettres LGBTQI, etc. J'ai envie de dire pourquoi pas. Qu'est-ce que ça change dans ma vie au quotidien que des gens effectivement se sentent à l'aise avec une de ces étiquettes? Alors, est-ce qu'il y a trop d'étiquettes ou est-ce que ces étiquettes nous libèrent? Je vais poser la question à présent à Hélène Hardy qui est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Hélène, vous êtes militante écologique, par ailleurs transgenre. Vous avez été la première candidate transgenre aux dernières élections législatives. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter votre parcours, Hélène? Mon parcours, c'est simple. Je suis né dans un corps de garçon. Dès 5 ans, j'ai eu conscience que j'étais une femme. Mais en fait, c'était dans les années 50, c'était pas simple et c'était pas reconnu. Et donc, j'ai eu besoin d'essayer de construire ma vie en ayant une double identité, une identité sociale affichée qui était d'être un homme, et puis mon identité cachée qui était d'être une femme. Et donc ça a été très difficile et très long. Et à partir du moment où je me suis installé dans ce système de double identité, c'est très difficile d'en sortir. Et quand j'ai eu 55 ans, j'ai craqué, j'en pouvais plus. J'ai pleuré toute la journée de mon anniversaire et j'ai dit mais là c'est pas possible. Je suis une femme donc voilà. Vous cherchez depuis tout à l'heure à définir le genre, mais je dirais moi je m'en fous un petit peu de la définition. Moi je suis une femme. C'est la nature qui m'a fait comme ça, et donc il faut reconnaître la nature comme elle est. Il y a des personnes qui naissent dans un corps d'homme et qui se sentent femmes, ou qui se sentent d'un autre genre que strictement femme ou homme, et que c'est la tolérance qu'on réclame, c'est de reconnaître la réalité telle qu'elle est, et non pas faire rentrer dans des cases, dans des étiquettes, comme on disait juste avant. Et alors, depuis ce jour de vos 55 ans, vous avez décidé de l'assumer et de le vivre pleinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, ça a été... Je n'imaginais même pas qu'on pouvait être si bien. Je suis bien tout le temps, je suis bien tous les matins, c'est le bonheur absolu. Et il a fallu que je explique ma transition et qu'elle soit acceptée par mes proches, par ma famille, par mes voisins, parce que j'organisais la fête des voisins. Et donc il a fallu expliquer à tous ces gens-là. Et ça a été vraiment un travail qui s'est révélé être beaucoup plus facile que j'aurais cru. C'est-à-dire que tout le monde me disait, mais il n'y a pas de problème. Vous êtes Hélène Hardy, vous êtes une femme. J'ai été étonné à quel point les gens étaient dans l'acceptation. Et je vois Mickaël qui acquiesce, qui est d'accord avec ce que vous venez de dire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Hélène.
Il fait très chaud sur la place de la République, ici à Paris, où nous avons posé les smartphones et les micros de Flash Talk. Et je me tiens aux côtés de Ludovine de la Rochère, qui est la présidente du mouvement La Manif pour tous. Ça va, Ludovine ? Très bien, je vous remercie. Bon, on traite de la question du genre. On avait envie de vous donner la parole, d'autant que sur votre site, je vois que la page identité et genre est vide pour le moment. Il est écrit page en construction. Ça veut dire que vous n'avez pas arrêté de position sur la question ? Ça fait un certain temps qu'on a réfléchi à cette question. Simplement, nous avons des bénévoles qui parfois ont un petit peu de retard dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je vous l'accorde. Dites-moi, vous avez envie de rebondir, j'imagine, sur ce que vous avez entendu ? Alors, écoutez, d'abord, un premier point, c'est de souligner, bien sûr, le plus grand respect que j'ai pour les personnes qui sont en souffrance dans leur identité sexuelle, qui sont mal à l'aise, qui ne se sentent pas bien. Et bien sûr, c'est infiniment respectable. Mais cela étant dit, je rebondis quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure. Vous parlez les propos de notre chercheuse Céline Petrovic. De dire d'une manière générale qu'on est assigné homme ou assigné femme, et de dire d'une manière générale que l'humanité n'est pas homme ou femme, c'est malgré tout un déni de la réalité. Après, il y a la question du genre. Le genre, c'est quoi ? C'est l'expression publique, sociale, c'est notre manière d'être comme homme ou comme femme. Et bien sûr, on est plus ou moins masculin, viril, plus ou moins féminin. Enfin voilà, il y a tout un panel qui est personnel à chacun. Mais néanmoins, nous sommes hommes ou femmes et même toute notre vie. Et ce que disait Michael tout à l'heure, c'est qu'il suit un traitement. Parce qu'effectivement, incontestablement, scientifiquement, nous sommes... nos 70 000 milliards de cellules de notre corps sont XY ou XX. Autrement dit, de ce point de vue-là, c'est incontestable. D'une manière générale, il y a quand même deux identités sexuelles, homme ou femme. Et quand Céline Petrovic parle d'idéologie fasciste en parlant du genre, je parle sous votre contrôle, hein, c'est ça, hein ? Qu'est-ce que vous en dites, vous, Ludovine ? Alors, je n'ai pas compris dans quel sens c'était dit, mais en tout cas, de remettre en cause auprès des jeunes, auprès des enfants, leur identité sexuelle, à un âge où ils s'interrogent, je pense que ça ne les aide pas. Et quand Simone de Beauvoir, d'ailleurs, disait on est petite fille, on devient femme, oui, bien sûr, chacun s'épanouit petit à petit, comme homme ou comme femme, mais il y a toujours eu des petites filles très garçons manqués. Autrefois, on appelait ça garçon manqué. Ça ne veut pas dire, et moi j'en ai connu, j'en ai connu une, elle se bandait la poitrine tellement elle ne voulait pas grandir comme jeune fille. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est une femme épanouie, bien dans ses baskets, etc. Et dire qu'on assigne un sexe à la naissance, sous-entendu impose un sexe, c'est invraisemblable. Un enfant, un petit bébé, il naît, il est, sauf cas particulier bien sûr. Hein, et selon vous, soit petit garçon, petite fille ? Non, il n'est pas selon moi. Il est, pardonnez-moi, scientifiquement, incontestablement, généralement, garçon ou fille. Et il ne faut pas dire que la société l'impose. Alors après, la société, en effet, elle peut imposer, et c'est de là que partent les études de genre, elle peut imposer un rôle ou une manière d'être spécifique parce que vous êtes homme ou vous êtes femme. Et les études de genre, c'est de là qu'elles sont parties. Alors, je vous interromps. On va parler des études de genre, mais là, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous répondre. Ludovine de la Rochère, à commencer par vous, Céline Petrovic. Alors, vous avez bien fait de venir, vous allez peut-être apprendre des choses, quoique je doute que ça soit par méconnaissance que vous produisiez un tel discours. Je pense que c'est par vraie stratégie. Je vous remercie de votre arrogance, en tout cas, c'est fort aimable. Donc, les recherches sur le genre, qui sont donc scientifiques, concernent toutes les disciplines. Sciences humaines, donc sciences inexactes. Non, je parle de médecine. Il y a beaucoup de débats et de divisions parmi les... Je parle de médecine et de génétique, justement, montrent que les humains ne sont pas tous et toutes, soit mâles, soit femelles. Ce n'est pas deux catégories opposées et exclusives. Alors c'est ce que j'évoquais. Il y a des cas. On va la laisser développer son propos parce que sinon on va rien comprendre. Voilà. Et que chez les humains, comme chez les animaux, comme chez les plantes, qui ont besoin d'être femelles et mâles pour la reproduction, eh bien, on peut trouver des cas d'intersexuation qui ne sont absolument pas des exceptions. Ça existe chez les plantes, l'intersexuation, ça existe chez les animaux comme chez les humains. Il n'y a pas que des femelles et pas que des mâles. J'en suis bien désolée. Et ça, c'est bien le produit de la nature même. Ce qui est le produit de l'idéologie, c'est de supposer qu'il n'y aurait que des femmes et que des hommes, que ces femmes et ces hommes devraient avoir une identité de genre bien précise et que tous ces humains devraient être hétérosexuels. Ça, c'est de l'idéologie et c'est ce que montrent les recherches sur le genre précisément. C'est ce que vous aimez pas trop, quoi. Vous n'avez pas entendu ce que je disais. Je disais bien que parfois,
parfois, il y a à la naissance d'un bébé une difficulté parce qu'il y a, de point de vue anatomique ou même génétique ou autre, effectivement, l'enfant a une ambiguïté. Ça arrive, mais, pardonnez-moi, ce sont quand même des cas très exceptionnels, mais encore une fois, en principe, l'être humain naît homme ou femme. Mais ça, c'est universel, ça, c'est la réalité universelle. Et puis, vous évoquez la question de l'orientation sexuelle, mais c'est autre chose. Mais je sais, vous vous dites, on est homme ou femme, on nous l'impose. Et en fait, ça conduit à la domination de la femme par l'homme et ça conduit à l'hétéronormativité. Donc c'est toute une interprétation qui peut être intéressante et qui peut tout à fait être débattue. Mais en tout cas, d'une manière générale, on est homme ou femme. Alors, ce n'est pas une interprétation, elle n'a pas à être débattue. C'est des recherches scientifiques qui décrivent la réalité physique des personnes. La botanique décrit les plantes. Les recherches sur le genre vont décrire quelle idéologie s'applique aux deux sexes. Donc dans l'acronyme LGBTQI, il y a le I qui est intersexe. Ce sont des personnes qui sont mutilées à la naissance quand leurs organes génitaux sont déclarés comme ambigus. Il s'agit au mieux de chirurgie esthétique du sexe, au pire de graves mutilations. Ces mutilations sont dénoncées par le Conseil de l'Europe, par l'ONU, comme des tortures pour faire respecter cette idéologie selon laquelle il n'y aurait que deux sexes. Je voudrais qu'on poursuive parce qu'on a parlé de théorie du genre. Selon certains, selon les chercheurs notamment, si j'ai bien compris, cette théorie n'existe pas. On va poursuivre ce débat. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un petit sujet d'Estelle Giangio sur cette théorie du genre, sur la polémique qui avait été déclenchée il y a quelques années par l'introduction du terme de genre dans les manuels de sciences et vie de la Terre et les ABC de l'égalité qui avaient finalement été retirés. On regarde le sujet et on continue le débat après. La théorie du genre, c'est avant tout de vifs échanges sur les réseaux sociaux au sujet de ce que doit être ou non une fille et un garçon. Pour Alice, c'est une belle occasion de mettre fin à de vieux stéréotypes. Excuse-moi de t'apprendre que lorsqu'on est avec un vagin, on est une femme, on n'est pas obligatoirement poupée, rose addict, hétérosexuel et qu'on peut jouer au rugby et au Lego. Pour Chevalier Ramam, ne pas différencier fille et garçon tient au contraire de l'absurde. Dès la maternelle, il faut que les enfants ne ressentent aucune différence. Ainsi, il faut des shots en open space. On avait dit qu'on n'attaquerait pas le physique. Et pourtant, dans le débat sur la théorie du genre, tous les coups bas sont apparemment permis. Exemple avec ce tweet de A. Charbonnier. Puisqu'il faut jouer au plus bête, cette personne qui tient le panneau, c'est un papa ou une maman ? Je suis perdue. Un faux débat pour l'humoriste Ahmed Silla qui ironise sur la situation. Alors en France, il y a du chômage, les gens dorment dehors, etc. Et on se pose la question, est-ce que les petites filles peuvent jouer aux petites voitures ? Oh, c'est quoi ces questions à la con, là ? Bien sûr qu'on peut laisser les petites filles jouer aux petites voitures. Si on peut leur apprendre dès 3 ans à faire un créneau, tu vois ? Alors le genre, est-il une théorie ? Et du Story Flash, on passe aussi à la revue de tweet avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Zatilio qui nous dit « Je vois même pas l'utilité d'avoir à se déclarer d'un genre. On est bien plus que des étiquettes qu'on ne choisit pas. » Ou encore Cass Gonad sur le hashtag FlashTalk qui nous dit « Non mais en ce moment, c'est vrai, la France a l'air de découvrir à peine la non-binarité. L'émission va faire criser certaines personnes. Courage à vous. » Merci Cass Gonad. Bah tiens, courage à lui. C'est Mickaël, notre cartooniste qui regarde l'émission depuis le début. Comment ça va, Mickaël ? Ça va très bien, merci. Un sujet passionnant. Bien, par exemple, deux amoureux qui sont là l'un contre l'autre. La femme est enceinte. Le père dit pourvu que ce soit un garçon. La femme dit pourvu que ce soit une fille. Et le bébé qui pense. Quelque chose me dit que ça va se compliquer quand ils sauront que je ne me sens ni l'un ni l'autre. Voilà, un joli dessin encadré aussi. Un autre encore. Parce qu'on a vu que c'était assez compliqué. Il y avait des réactions un peu dures des fois pour les personnes. Alors une personne qui dit pas question pour moi d'être transphobe. Je passe déjà beaucoup de temps à être sexiste et homophobe. J'en connais des comme ça, avec la même coiffure et la même veste. Et puis j'ai le dernier, parce que pour montrer que c'était un peu compliqué, quelqu'un masculin, une barbe, qui parle à une femme et qui dit malgré mes attributs masculins, je n'y peux rien, je me sens femme. Mais comme je reste attiré par les femmes, je me sens lesbienne. Et toi ? Compliqué, non ? C'est assez compliqué, mais on essaie d'y voir un petit peu plus clair tout au long de ce Flash Talk consacré au genre et là maintenant à la théorie du genre.
Et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous. Christian Flavigny, bonjour, vous êtes directeur du département de psychanalyse de l'enfant à La Pitié-Salpêtrière, auteur notamment de La querelle du genre. Que pensez-vous de ce débat qu'on a eu il y a quelques instants sur ce plateau entre Ludovine de la Rochère et Céline Petrovitch? Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a un auteur qui s'appelle Sigmund Freud qui a mis au cœur de sa théorie de l'exploration de la vie sexuelle la notion de bisexualité. Alors, les débats intérieurs entre le masculin et le féminin, nous connaissons depuis longtemps, ça fait un siècle qu'on travaille dessus. Et qu'est-ce que la théorie du genre vient faire là-dedans? La théorie du genre est venue contrer la thèse naturaliste, je dirais, traditionnelle, qui est c'est un parcours fléché, on est garçon, on devient homme, on devient père, il n'y a rien à en dire. Bon. Elle est venue contrer cela. D'une certaine manière, on peut dire que c'est salutaire de contrer, de bousculer un petit peu ce genre d'évidence, car en effet, il n'y a pas d'évidence. Comment se crée l'identité sexuelle? Elle se crée dans un processus qui prend en compte par l'enfant sa réalité corporelle, mais est très marqué par le regard de ses parents. C'est principalement, je dirais, les attentes des parents qui vont compter à ce moment-là dans la définition de son identité sexuelle. La théorie du genre, de ce point de vue-là, est parfaitement excessive dans sa contestation, puisqu'elle voudrait résumer la question à une affaire culturelle. Mais pas du tout. La question de l'identité sexuelle est une affaire complexe qui compose un certain nombre de choses dans la vie psychique de l'enfant, dans la façon de créer sa propre identité sexuelle. Et c'est quoi pour vous la théorie du genre? La théorie du genre, c'est une thèse militante d'origine américaine. C'est une thèse qui n'est absolument pas fondée scientifiquement. Ça, c'est alors votre idée de scientificité n'a absolument aucune validité dans le domaine, sauf pour prouver qu'effectivement, je dirais, les quelques études scientifiques, ce qu'elles montrent, c'est que le genre ne dit rien de plus par rapport à la notion de sexe. Sonia, j'arrive parce qu'on a l'air fâché derrière toi. Oh là, il y a quelqu'un. Comment ça va? C'est quoi ton prénom? Bonjour, je m'appelle Jenna. J'utilise des... Fâché? Pas fâché. Interloqué. Je trouve étrange que quelqu'un qui évoque cette vieille baderne de Freud puisse ensuite dire que les études de genre n'existent pas ou ne sont pas fondées scientifiquement. La théorie du genre, ce serait une thèse, comme l'a dit monsieur, qui viendrait des États-Unis, donc étrangère. Et la théorie de la gravité, je pense qu'on a eu le temps de la prouver. Ça reste une théorie et elle est vraie et elle est scientifique quand même. Donc le terme de théorie ne doit pas être utilisé pour invalider les études de genre. Moi, j'ai Céline Petrovitch qui est à côté de moi et qui veut rétablir un certain nombre de choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, Céline. Oui, alors déjà pour revenir sur la théorie du genre, la théorie du genre, c'est un terme qui a été inventé de toutes pièces par des mouvements d'extrême droite, notamment du Vatican et de la Fondation Le Jeune. Les recherches le montrent maintenant, c'est très documenté, historiquement, c'est très très bien tracé. Ce qu'il faut peut-être expliquer, pardon, pour le grand public, c'est que ce terme est arrivé dans le débat public en France en 2011, mais après l'introduction de la notion de genre dans les manuels scolaires, les manières de sciences et vie de la Terre, qui avait été suivi par les fameux ABC de l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem, qui visait à parler des discriminations et des stéréotypes de genre à l'école. Il y a eu effectivement un tollé, un énorme débat, et le gouvernement avait fini par reculer sur cette deuxième question. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont réagir. Vous allez réagir, Ludovine de la Rochère. On va laisser Céline Petrovitch terminer, et puis après, vous pourrez réagir. Alors, la théorie du genre, juste pour rappel, c'était aussi une rumeur, surtout en 2014, qui disait qu'on allait faire des démonstrations de sexualité aux enfants dès la maternelle, avec des personnes homosexuelles, qu'on expliquerait aux filles, aux garçons qui pourraient changer d'identité, alors que l'ABCD de l'égalité s'intéressait uniquement aux stéréotypes et aux rôles sociaux des femmes et des hommes. Ça a eu des conséquences terribles. Ça a eu comme conséquence la rupture de confiance entre les familles et les écoles et l'institution scolaire. On a bien vu que tout ça a été fomenté par la Manif pour tous et d'autres, que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire de publicité. Mais il est aujourd'hui très facile de savoir ce que c'est que le genre, puisqu'un rapport parlementaire a depuis été commandé et rédigé pour voir ce que c'est que la recherche sur le genre en France, qui s'intéresse donc aux oppressions que subissent les femmes, aux oppressions que subissent les hommes, aux oppressions que subissent toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, et en mettant l'accent également, parce que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs, sur les inégalités massives faites aux femmes. Alors, Ludovine de la Rochère.
Alors, effectivement, les études de genre, elles étudient donc l'aspect social de l'identité sexuelle. C'est extrêmement intéressant, ça ouvre plein de questions. Mais la théorie du genre, en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, mais bien sûr. Mais par ailleurs, moi, je trouve ça absolument extraordinaire d'entendre tout cela, parce que vous théorisez, vous dites, on n'a pas dit à l'école que les garçons peuvent être des filles et les filles peuvent devenir des garçons, mais c'est ce dont nous parlons depuis un moment. L'idéologie du genre, elle existe bien, qui consiste à nier le fait que, en principe, généralement, les petits garçons deviennent des hommes et les petites filles deviennent des femmes, et c'est plus simple comme ça. Parfois, effectivement, il y a des difficultés pour différentes raisons, et ces difficultés doivent être accompagnées à l'évidence, et chacun trouvant une issue personnelle. Moi, je suis avec Non, vous êtes Mickaël parfaitement qui a- excessive, madame. Absolument excessive. Je suis avec Mickaël qui a apporté son témoignage au début de l'émission et qui avait très envie de réagir. Oui, concernant la théorie du genre, personnellement, pour moi, oui, ça n'existe pas parce que c'est pas une théorie en fait, c'est une vérité de fait, ça existe et ça sert à rien de nier la réalité alors que ça existe vraiment. On est là, on n'est pas des théories, donc autant faire ce qu'il faut pour nous et arrêter de penser que c'est une théorie et débattre là-dessus, c'est inutile. On existe et c'est une vérité, donc voilà. Je me trouve à présent aux côtés de Marie Donzel, qui est consultante en innovation sociale et spécialiste des questions d'égalité homme-femme. Marie, ça fait 20 minutes que vous voulez réagir. Pardon, j'ai tardé un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Qu'est-ce qui vous tenait tant à cœur? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ce qui me tient à cœur, c'est qu'on a ce débat depuis tout à l'heure sans avoir prononcé le mot de discrimination. Et c'est essentiel parce que on est tout à fait capable, et d'ailleurs on l'a vu aussi bien avec M. Flavigny qu'avec Mme de la Rochère, d'avoir du respect, voire de la sympathie pour des cas particuliers, si possible en souffrance. Parce que comme ça, on peut être condescendant, parce que comme ça, on peut aussi remédicaliser, repsychologiser. Mais parlons d'un phénomène massif socio-culturel avec des conséquences économiques, qui est d'une part les discriminations. Et le genre, l'orientation sexuelle et l'apparence sont des facteurs massifs de discrimination à l'embauche, à la progression professionnelle, à l'accès à un certain nombre de services publics et privés. Et c'est aussi la source de violence. On a des gens qui sont en insécurité physique dans ce pays parce que nous sommes dans un pays qui discrimine en raison de l'orientation sexuelle et du genre. Et c'est tous les jours que ça se produit et ce n'est pas un cas particulier de souffrance. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Il se passe aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Ota Games qui nous dit « Je me rends compte que ça fait des années que je suis dans le faux en pensant que la théorie du genre était une théorie pro-garçon, voiture, bleu, fille, princesse, rose. Alors que c'est le total inverse. Merde, qu'est-ce que je suis con. Aujourd'hui, on est à Paris, sur la place de la République. Il fait assez chaud. Et ouais, on va se balader sur la fontaine parce qu'ici, il fait un petit peu plus frais. Et bonjour. Bonjour, je m'appelle Rafale. Regardez, on fait une émission juste ici qui s'appelle Flash Talk. On débat du genre aujourd'hui. C'est quoi ton prénom, toi? Carla. Carla, tu te reconnais comme femme ou homme ou autre chose? Je me reconnais comme femme, oui. Entendu, ok. Donc déjà, tu as un avis sur cette question du genre. Comment est-ce qu'on pourrait lutter contre les stéréotypes? Justement, d'en parler et de séparer, justement, de dire bah non, le bleu, c'est pas forcément associé au garçon et le rose, c'est pas forcément associé à la fille, de brouiller les frontières comme ça. Je pense que c'est le plus important, surtout pour les enfants au début. Est-ce que toi-même, tu as des enfants? Non. Est-ce que tu veux en avoir peut-être? Pour l'instant, je sais pas non, encore. Mais si tu en avais, est-ce que ce serait important pour toi cette éducation? L'éducation de dire il n'y a pas de genre dès la naissance qui est lié au sexe. Oui, c'est important de laisser le choix à l'enfant. Merci en tout cas, parce qu'on arrive un peu à l'arrache, Flash Talk, vous vous connaissez. C'est gentil d'avoir répondu à ces questions. Passons maintenant au hashtag « Je suis pas une princesse ». Estelle Janjo est allée voir Lisa qui a 8 ans et qui combat à sa manière les stéréotypes du genre. Elle joue au Lego, elle boot ses Barbie. Elle déteste d'ailleurs cette petite Lisa qu'on l'appelle princesse. Voici le hashtag « Je suis pas une princesse ». Les cœurs de sauter, j'aime pas trop parce que on dit souvent que c'est que pour les filles, alors que les garçons pourraient très bien en faire. Là, c'est la Reine des Neiges que je déteste le plus. Et là, c'est Anna, j'aime bien. J'aime pas la Reine des Neiges parce qu'elle fait trop sa princesse. Et moi, je suis pas une princesse, je vais pas l'acheter comme ça, voilà.
ça et ça, je ramène à la maison. C'est vrai que le téléphone est rose, mais j'aime bien les choses technologiques. J'aime bien les téléphones, voilà. Et puis les cartes les cartes Pokémon, je fais une collection et j'aime bien. Même si on dit que c'est des trucs de garçons, je m'en fiche. Ça, j'aime bien les lettres. En plus, c'est pas de rose. Je pense que les garçons pourraient s'habiller comme ça en jupe. Parce que j'en ai marre que les garçons portent que des pantalons. Alors, je me trouve avec Marie Donzel, consultante en innovation sociale, je le rappelle, et spécialiste des questions d'égalité homme-femme. Qu'est-ce que ça vous... Femme-homme. Pardon, c'est l'ordre alphabétique. Vous avez tout à fait raison. On a entendu la petite Lisa là, qui a 8 ans, qui dit « Moi, je veux pas qu'on m'appelle princesse ». Il y a encore aujourd'hui beaucoup de parents. Moi, j'ai eu un exemple récemment dans une crèche avec un père qui arrive, qui voit son fils jouer avec une poupée et qui se précipite sur son fils en lui disant « Mais enlève-moi cette poupée » et qui l'agresse presque et qui s'en prend au personnel qu'il a laissé jouer avec une poupée. Alors, ce sont des scènes qui existent et ce qu'on observe, c'est que aussi vrai qu'il est assez facile d'emmener une petite fille cisgenre vers les valeurs ou les activités du masculin. C'est-à-dire que finalement, pour une petite fille, être un garçon manqué, c'est relativement valorisé dans la société. Il est en revanche très, très, très difficile de déconstruire la masculinité. Et on voit que, par exemple, des petits garçons qui voudraient mettre du vernis à ongles, des petits garçons qui voudraient jouer à la poupée, sont littéralement cassés dans cette envie. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave là-dedans? Moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux parents. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave dans le fait qu'un petit garçon ait envie d'essayer les escarpins de sa maman, de sa tata ou de quelqu'un d'autre, qu'il a envie de se vernir les ongles, qu'il a envie de jouer à la poupée? C'est quoi le truc grave? Attends. Qu'est-ce qui va se passer? Marie, je vais poser la question à des parents. Je vais trouver des parents autour de moi. Je vais m'avancer par ici. Bonjour, comment ça va? Non, mais c'est à toi que je parle. Ça va? C'est quoi ton prénom? Joséphine. Joséphine, tu habites où, toi? J'habite à Gisors, dans l'Eure. Ah, c'est gentil d'être venu jusqu'à Place de la République, ici à Paris, pour Flash Talk. Est-ce que tu as des enfants? J'ai des enfants. Alors, j'en ai 5. T'en as 5. Est-ce que tu as des garçons, des filles? J'ai des garçons et j'ai des filles. Qu'est-ce que tu as acheté à tes filles? Les poupées, évidemment. Et les garçons? Et les garçons, c'est des petites voitures. Voiture. Mais t'as pas eu envie de changer? Est-ce que si jamais ton petit garçon jouait, c'est arrivé que le petit garçon jouait à la poupée ou pas? Étant donné qu'ils avaient à peu près 2 ans de différence entre eux, donc ils jouaient avec tout ce qu'ils trouvaient sous la main. Donc toi, Donc, ça te gênait pas si ton fils jouait à la poupée? Pas du tout. Si ta fille jouait aux voitures? Pas du tout. Et si ton fils disait j'ai envie de me mettre du vernis et de porter des jupes? Et s'il a envie de mettre du vernis et porter des jupes, il en met du vernis et porte des jupes. Voilà ce qu'on nous dit. Peut-être des plus jeunes aussi, des plus jeunes. Tiens, c'est quoi ton prénom, toi? Alexandra. Ça va, Alexandra? T'as quel âge? Très bien. J'ai 20 ans cette année là. Ouais. Super, voilà, la vingtaine. Elle nous l'a dit comme si elle nous invitait à sa fête d'anniversaire. J'ai 20 ans cette année. Non, mais comment s'est passée ton enfance, toi, justement, ton éducation sur ces questions de genre? Toujours pareil, c'est ce que je pensais quand j'entends tous les stéréotypes, etc. C'est vrai qu'on tombe dedans. Moi, je pense que même moi, je suis tombée dedans. Parce que inconsciemment, en regardant les catalogues de Noël, etc., je choisissais les peluches, les poupées, les jeux de petites filles. Mais j'ai eu aussi un frère et du coup, exactement comme la dame disait, j'ai joué avec les jouets de mon frère. Il jouait avec moi à passer l'aspirateur, les faux aspirateurs, la dinette. On jouait aux peluches ensemble. Je jouais avec ses petites voitures, à ses jeux vidéo. Et je pense que quand on est avec les frères et sœurs, on se rend pas forcément compte qu'on est petit. On fait pas de différence entre les jouets de filles et les jouets de garçons. Merci en tout cas pour vos témoignages sincères. Alors, je suis avec Docteur Capote qui échange régulièrement avec des adolescents. J'ai envie de vous entendre en réaction à ces témoignages. Est-ce qu'il y a moins de stéréotypes de genre aujourd'hui chez les ados ou alors ça perdure? Je crois que le spectre est très large. Alors, on enferme toujours les ados dans une même case. En fait, les ados ils sont nombreux, comme les adultes d'ailleurs. Il y a des adultes qui adorent Flash Talk, d'autres qui aiment pas. Donc... Non, je crois que tous les adultes aiment Flash Talk. En tout cas, pour revenir sur les histoires des stéréotypes de genre, nous on les travaille parce que je parlais tout à l'heure de vulnérabilité. Je pense que la segmentation déjà fille-garçon, elle fait beaucoup de mal à ce niveau-là, puisqu'on est dans l'injonction souvent de la virilité chez les mecs et souvent c'est dur à porter. Et ça avance pas tant que
que ça, alors c'est ça que vous nous dites. Non, moi je trouve pas, parce que des fois les ados vont me dire ouais, effectivement, c'est important de sortir des stéréotypes, et puis dans certaines classes, hein, et puis je leur dis bah très bien, donc du coup si votre enfant fait un jeu, je suis ton fils, puis je te dis tiens, je voudrais une poupée pour mon anniversaire, je suis un garçon, et est-ce que tu es d'accord? Et là ils me disent en général ah non, ça va pas, c'est un peu compliqué là. Et en fait on se rend compte que quand les mecs vont sur le territoire du féminin, tout de suite ils sont attaqués sur leur orientation sexuelle, alors qu'inversement on a parlé de garçons manqués tout à l'heure, c'est assez drôle d'ailleurs parler de garçons manqués, parce qu'on n'a pas manqué un garçon, on peut pas dire à une fille ah tiens je t'ai manqué, désolé on t'a foiré avec ton père, il faut que tu te débrouilles avec ça. Et je trouve que cette idée de garçon manqué elle est intéressante parce qu'elle n'existe pas de l'autre côté, on attaque tout de suite sur l'orientation sexuelle, et ça veut bien dire du rôle du féminin dans notre société, le regard qu'on porte. Et d'ailleurs quand deux mecs vont se prendre un peu la tête, ça se fait beaucoup entre les jeunes et la police par exemple, on va beaucoup utiliser les mots féminins pour dévaloriser et puis pour rabaisser l'autre quoi. Alors Il y a du boulot. Hein. On a quand même plusieurs responsables associatifs qui sont sur le plateau, par exemple. C'est quoi ton prénom? C'est Stéphane. Stéphane, d'SOS Homophobie, si je me trompe pas. SOS Homophobie, juste pour récapituler, en fait, on est une association qui est dans la prévention, dans la militance et aussi dans le soutien. Donc, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont victimes d'actes LGBT-phobes, quelle que soit leur orientation, j'insiste là-dessus. Enfin, notre rapport annuel, il est constitué à partir de témoignages que l'on reçoit. On a eu un témoignage très émouvant d'une maman d'un collégien de 14 ans qui avait de l'acné, qui le jour de la photo de classe a décidé de se mettre du fard afin de cacher ses boutons. En fait, quand ses camarades ont découvert qu'il avait mis du fard, ils l'ont tout de suite traité d'homosexuel. Il a été victime d'une campagne d'harcèlement pendant toute l'année scolaire, jusqu'à un passage à tabac en plein milieu scolaire. C'est ça qu'on reçoit. Il faut se rendre compte que là, il y a eu le rapport de l'Observatoire LGBT+, qui est sorti dans la Fondation Jean Jaurès, qui montre que 60% des personnes LGBT changent leur comportement de peur d'être victimes d'agression. 50% de la communauté LGBT a été victime d'une agression au moins d'une fois dans sa vie. À SOS Homophobie, en un an, on constate une augmentation de 15% des témoignages d'agression physique. La revendication, elle n'est pas facile, elle ne peut pas être faite partout, et elle implique vraiment que la société change et que les institutions changent de manière à ce qu'on puisse vivre tranquillement. Un dernier mot avec Arnaud Gauthier-Favas qui est avec nous aujourd'hui, également administrateur de l'Inter-LGBT. Arnaud, vous avez suivi l'intégralité de cette émission et tous ces débats. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Moi, je trouve que la violence dont on parle depuis tout à l'heure, elle est vraiment présente sur ce plateau. Et je m'adresse à vous, Madame Ludovine de la Rochère. Cette violence, c'est pas la société qui nous l'impose. C'est des groupes comme les vôtres. Nos corps, nous, on est bien dans nos corps, on n'a pas de problème. On se vivrait très bien si on n'avait pas tout ce poids que des groupes comme les vôtres font peser sur nous. Au moment du mariage pour tous, les groupes que vous représentez ont défilé dans la rue pour déverser de la haine dans les rues de Paris et dans les rues de France. C'est vous qui distillez un discours de haine. C'est vous qui distillez la discrimination dans la société. Les rapports de SOS Homophobie l'ont bien montré. Lorsque vous défiliez en rose et bleu pour nous faire rentrer dans des cases, les discriminations ont explosé, les passages à tabac ont explosé. Et ça, c'est pas nous qui en sommes responsables, madame. C'est les groupes comme vous qui défilent dans la rue, qui prônent la haine, et c'est pas la peine d'avoir une coupe bien mise, un joli sourire et de parler sur un ton poli qui rendra votre discours acceptable. Répondez-moi, madame, sur les actes homophobes qu'ont engendré vos manifestations. Mais... concrètement, répondez. Alors, vous pouvez répondre dessus, Ludovine. Non, c'est... Quel discours de haine? Donnez-moi une citation. De quel message parlez-vous? Citez-moi Mais depuis tout à un seul l'heure, propos. depuis le début de ce plateau, vous distillez un discours de haine, madame. Quel est le message Ça sert à de rien haine d'avoir un joli sourire, ça rend pas votre discours acceptable. Non, mais pardonnez-moi, je cherche où est l'insulte, où est le message de haine. Mon propos étant de dire d'une manière générale, l'humanité est homme ou femme, même si en effet il y a parfois incontestablement des personnes intersexes ou des personnes qui ne sont pas à l'aise dans leur identité sexuelle, et dire que d'une manière générale, si possible, l'enfant a le droit, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, d'avoir un papa et une maman. Pardonnez-moi, ce n'est pas un discours de haine. Et accuser de haine en permanence, c'est une manière de refuser tout débat sur ces sujets-là. Avec vous, je refuse effectivement tout débat. Alors, je m'engouffre pour essayer de clôturer le débat. Ouais, pourtant vous êtes en train de débattre. Dans un instant. Vous êtes en train de le faire.
Alors, présentez-vous et dites-nous ce que vous avez à dire. Alors, Vladimir de l'association Because, co-secrétaire de l'association. Je voudrais dire que pour compléter concernant la question sur pansexualité, pansexualité c'est les personnes qui se définissent comme pansexuelles, elles sont attirées par une personne elle-même sans considération d'orientation sexuelle ou d'identité sexuelle. Parce qu'on vit dans une société de la diversité où il y a tout le type, tout un panel de possibilités et les gens vivent ainsi. C'est une diversité. Et je voudrais juste passer la parole à la présidente on va choisir un Because. peu à qui on donne la parole quand même. C'est moi qui donne la parole ici, attention. Oui. En tout cas, une chose est certaine, tout à l'heure on parlait de l'identité de chaque personne. Nous voulons que l'identité de chaque personne devienne une force politique et que ce soit toute la société qui permette à ce que l'identité de chaque personne s'exprime et s'épanouisse. Moi, j'ai le badge sur moi, alto-mutilation contre les enfants intersexes. Il faut effectivement que la société française, non seulement les lois, non seulement les gouvernements, mais la société française assume ce qu'elle a fait par rapport aux intersexes, comme auparavant, elle avait assumé ce douloureux problème de l'homosexualité, comme on disait dans les années 70. C'est le douloureux problème de la société hétéronormative dont on a quelques représentantes ici. Alors moi, je suis Sonia. C'est quoi ton prénom? Manuel. Manuel, tu avais très envie de parler aussi depuis le début de l'émission. Manuel, on arrive. Absolument. Je suis coprésident de Paris 2018, de l'organisation des Gay Games, qui sont en fait les jeux sportifs et culturels mondiaux les plus inclusifs au monde. En fait, ce soir, on parle quelque part de normes. Et nous, on essaie de promouvoir la diversité, faire en sorte que tout le monde puisse participer dans le sport. En général, dans le sport, par exemple, les nageurs synchronisés, ça n'existe pas. Il n'y a que des nageuses. J'ai vu que des nageuses, moi. Ouais. Eh bien, nous, on aura des nageurs en natation synchronisée. Dans le sport, souvent, il y a des normes. Les couples, c'est forcément un homme et une femme. Eh bien non, pourquoi? Les trans, dans le sport, elles n'ont normalement pas leur place. Ce qu'on a besoin, c'est de respect. Respect de la diversité humaine, respect des individus. Et je pense que c'est vraiment le cœur du débat. C'est respecter les personnes telles qu'elles sont, les accompagner, et pas parler de souffrance, parce que la souffrance, c'est ceux qui discriminent, c'est ceux qui veulent changer les identités personnelles. C'est entendu. Oui, je suis avec Sylvie, qui voulait également prendre la parole et ajouter quelque chose. Sylvie. Bonjour, je représente l'association Contact, une association de dialogue entre les parents qui ont des enfants LGBT et leurs enfants. Et nous organisons des groupes de parole où tout ce qui vient d'être dit ici par rapport à la discrimination, par rapport à la souffrance peut être exprimé. Et nous luttons aussi contre toutes les discriminations en allant dans les collèges et les lycées expliquer le mécanisme de la discrimination qui est toujours le même. Merci beaucoup. Voilà. Et maintenant, une autre touche, celle de l'éloquence, avec le gagnant du concours Eloquentia 2015. Il est sur le plateau de Flash Talk. Voici Eddie Monio. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, le genre est-il en pleine confusion? Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, c'est l'esprit humain qui l'est. C'est-à-dire qu'avant, on imposait aux gens la société, et maintenant, disons que c'est plutôt les gens qui s'imposent en société. Maintenant, on se pose des questions. Qui suis-je? Que suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et non seulement on se pose ces questions haut et fort, mais en plus on y répond haut et fort. Avant on disait, toi t'es un garçon, tu porteras du bleu, toi t'es une fille, tu porteras du rose. Et maintenant on dit, toi t'es un garçon. Non. Ah bon? Bah t'es une fille alors? Non plus. Ah bon, t'es pas un garçon, t'es pas une fille, mais qu'est-ce que t'es? Bah je suis moi en fait déjà pour commencer, et j'ai pas forcément besoin d'une étiquette pour exister. Parce que déjà, je suis moi, et c'est déjà mieux que rien. Merci beaucoup. Eddie Monio, mesdames et messieurs. Des femmes, des hommes, des non-binaires, en bref, des gens. Évidemment, ils se retrouvent aussi sur la communauté du hashtag FlashTalk. Et il y a Pacubache qui nous dit « Perso, mes poules s'appellent Georges et Alphonse. À bas les stéréotypes de genre. » On embrasse tes poules aussi, mon chéri, évidemment. Et puis on embrasse aussi celui-ci, c'est Mikaya, notre cartooniste cette semaine, qui a regardé toute l'émission et puis qui nous fait sa conclusion en dessin.
Et oui, Monsieur Flavigny tout à l'heure a parlé de l'attente des parents qui était importante. J'imagine un père avec son petit enfant. Il lui dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et lui qui dit j'hésite entre transgenre, transsexuel, pansexuel, à moins que je n'opte pour cisgenre, bisexuel ou bien pourquoi pas sexe neutre. Un autre dessin encore, mon Mickaël. Oui, parce qu'on a parlé justement de stéréotypes de genre. Une petite fille qui dit à son père « Papa, je veux une poupée Barbie rose et une dinette à fleurs. » Et son père effondré qui dit « Mon Dieu, on a enfanté un stéréotype de genre. » C'est terrible parce que je me reconnais dans ce père. Je suis un peu en galère maintenant. Hein. Sonia, alors, on conclut cette émission? Rafika, tu as filmé l'intégralité de l'émission avec un téléphone. Au début de l'émission, tu as pris la parole en disant bah, moi, le genre, c'est être une fille ou un garçon. Moi, je suis une fille. Tu as appris des choses pendant cette émission? Énormément. Qu'est-ce que tu as appris? Bah, que je pouvais être juste moi-même et ne pas forcément me confondre à un genre. Et ça t'a intéressé? Ça t'a changé ta vision des choses? Bien sûr. Oui, définitivement. Eh ben voilà. Rafika qui a filmé l'émission Flash Talk aujourd'hui et qui a fait partie de notre public. Merci beaucoup Rafika. Bah évidemment, évidemment, l'émission se termine, mais elle n'est pas finie sur les réseaux sociaux. Le débat lui continue avec le hashtag Flash Talk. Remercions toutes les personnes qui sont sur ce plateau, qui ont été évidemment très enthousiastes lors de ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Flash Talk. Toujours sur France O, toujours sur la chaîne parlementaire. Salut.